Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernière vidéo pour les textes de français, donc du baccalauréat de français, avec le texte 16 qui est l'œuvre complémentaire de la poésie. Donc pour rappel, notre œuvre de la séquence c'était les cahiers de doigts d'Arthur Rimbaud. Et là, nous arrivons avec le parti pris des choses, Francis Ponge, sur un poème qui s'intitule L'huître. Donc là, on va parler de l'huître. Et donc comme d'habitude, en appliquant les méthodes du bac, je vais vous faire cette lecture analytique linéaire du texte avec les différents procédés, les interprétations, les suggestions, etc. L'ouverture et la conclusion, les dossiers d'introduction, etc. Alors je vais commencer, on démarre à l'introduction. Francis Ponge est né en 1999 à Montpellier et mort en 1988 en Côte d'Azur, donc il est né et mort dans le sud. Il a étudié au lycée Malesherbes-Aquin où il a obtenu son baccalauréat. Donc, généralement on parle juste du lycée, on ne parle pas des études avant. Et on n'a pas plus d'informations à ce sujet, mais on a bien l'information qu'il a eu effectivement son baccalauréat au lycée Malesherbes-Aquin, avant ensuite de remonter bien au nord vers Paris, enfin à Paris même, où il a étudié, il a fait sa classe préparatoire, une classe préparatoire littéraire, donc l'équivalent de AL aujourd'hui, un prépa AL, au lycée Louis-le-Grand, afin ensuite d'entrer à la Sorbonne pour y faire une licence de droit et de philosophie. Francis Ponge est considéré comme un grand homme de lettres français, enfin un grand homme de lettres français, oui, un grand homme français de lettres, comme vous voulez, puisqu'il a été écrivain, particulièrement poète et essayiste, et donc là on s'intéresse aujourd'hui à sa fonction de poète, mais il a également été professeur de lettres modernes, il me semble, enfin, lettres de son époque, mais également journaliste. Par rapport à son œuvre qui a objet de notre étude, c'est le parti pris des choses qu'il a composé en 1942, qui fait acte de résistance un petit peu, de liberté et de résistance, puisqu'à titre historique, il a écrit son œuvre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aussi, à titre d'ajout, on peut rajouter, il a également aussi, comme métier, été membre de l'Académie bavaroise des Beaux-Arts, où il a été spécialiste du surréalisme, et notamment le mouvement littéraire de son œuvre. Donc, à titre informatif, le surréalisme est un mouvement qui, comme l'indique son nom, va au-delà du réalisme, dans le sens où toute pensée est libre d'expression, libre de retranscription poétique, retranscription littéraire et poétique. Et par rapport à son œuvre, à travers son œuvre, Ponge décrit différents éléments naturels. Donc il écrit des objets, comme par exemple le cajot, la cigarette, des sensations comme les plaisirs de la porte, ou encore des éléments animaux végétaux, comme l'huître, l'escargot, etc. Où il les définit pas simplement comme ferait un dictionnaire, comme une encyclopédie Diderot, comme ChatGPT aujourd'hui ou autre intelligence artificielle, ou Internet, Google, Wikipédia, etc. Dans un premier temps, il le définit un petit peu, similairement, mais après, il offre une nouvelle vision, par un nouvel angle, où il y apporte une nouvelle vision. Il définit les objets en les traversant et en y soulignant ce qu'il offre et ce qu'on ne pense pas forcément. Donc, on va le voir à travers l'huître. Il va d'abord définir un petit peu l'apparence, que c'est bien quelque chose de fermé, que les couleurs sont un peu couleur cacadois, désolé l'expression, mais en soi c'est le cas, un peu sombre, un peu noir, un peu verdâtre, blanc, etc., blanchâtre. Mais il va quand même souligner l'apparence de la perle à la fin, la perle rare, la perle qu'on peut trouver dans les huîtres, et que généralement, parfois, il y a certaines époques, certains endroits où il y a les huîtres qui ont des perles, où généralement on les ouvrait pas pour les manger comme à Noël, mais on les ouvrait pour récupérer la perle, et on pouvait faire des colliers de perles, enfin c'était assez précieux. Et donc il les souligne ce côté un petit peu que l'huître offre. Et pour ce faire, il utilise donc deux grands procédés littéraires. Le premier, c'est la personnification, où il va personnifier donc, en rendant vivant un petit peu les éléments naturels. Bon, bah, ça c'est normal que ce soit vivant, des animaux, des végétaux, mais il va accentuer la personnification des végétaux, et surtout, il va personnifier simplement les objets ou les sensations, comme le cajot, la cigarette ou les plaisirs de la porte, où il va souligner un petit peu ce qu'il offre. Donc ça, c'est le premier procédé. Et le deuxième procédé qui s'enjoint, c'est le discours épiclétique, où généralement, il va faire l'éloge des objets. Il va les gratifier, les bénir, entre guillemets, il va les gratifier, etc. Cependant, on peut voir soit on pourrait dire des discours épileptiques où il y a les deux, donc l'éloge du blâme ou le blâme de l'éloge, dans le sens au début il commence entre guillemets par une éloge, puis finit sur un blâme, ou plutôt l'inverse. Donc là par exemple, lui, on va voir qu'au début il commence un peu sur un blâme, il définit un petit peu avec des adjectifs négatifs, donc par le suffixe âtre, on va voir, noirâtre, blanchâtre et verdâtre, les couleurs négatives, l'odeur péjorative un petit peu de l'huître, l'apparence pas forcément
très joli d'un point de vue esthétique, mais il y définit la perle. Donc il passe d'un blâme un petit peu à l'éloge. Donc là, mais en tout cas, comme mode procédé, c'est bien le discours épiclétique où généralement il s'en sert pour faire l'éloge, plus particulièrement l'éloge. Et outre donc ces poèmes, ces 32 poèmes où il est défini sur une autre vision, ce qui est assez plaisant, ce qui est intéressant, il offre un renouveau, il innove au niveau du contenu de la poésie. Il innove aussi au niveau du style, il écrit en prose. Donc au niveau textuel, ça ressemble un peu à des extraits de romans ou de textes, mais au niveau du vocabulaire, ça a une approche poétique. Et ça se joint, on peut comparer avec l'œuvre de la séquence et qui est de Arthur Rimbaud, puisque Rimbaud, donc dans un autre mouvement, lui, on le caractérise plus, on l'incarne plus au symbolisme. Donc c'est globalement, ça dépend. Il ne faut jamais associer, dire tel auteur, c'est tel mouvement, mais globalement, ça y correspond. Si on classe Rimbaud dans le symbolisme, c'est qu'il a des traits de caractère, des caractéristiques qui correspondent, tout comme Ponge, qui a écrit son œuvre donc sur le mouvement du surréalisme et qui a été spécialiste du mouvement lui-même, en lui-même le surréalisme, à l'Académie bavaroise des Beaux-Arts, quand il en a été membre à l'époque. C'était une autre profession, une autre fonction qu'il exerçait. Il était en même temps professeur, en même temps écrivain chez lui, quoi, en même temps journaliste et aussi membre de l'Académie bavaroise des Beaux-Arts, spécialiste du surréalisme. Donc ça, c'est à titre informatif. Et voilà ce qu'il le lit avec Rimbaud. Donc lui, Ponge écrit, on pourrait dire, en prose libre, donc il écrit en prose. Tandis que Rimbaud, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on dit qu'il écrit en prose versifiée, donc la prose sous forme de vers. Donc c'est-à-dire que ça a l'apparence de verbe au niveau du vocabulaire et du contenu, on est sur de la prose. Ou alors on parle de vers libre, dans le sens ça a l'apparence de vers, mais les paroles ils sont assez libres, parfois avec un langage presque pas choquant, mais dans le sens de familier, choquant dans le sens familier, etc. Voilà pour la liaison. Et ensuite, à titre informatif, donc, je vous referai une vidéo. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Voyageur. C'est mon premier livre et je suis en train d'écrire un deuxième. Et ça se lit assez bien puisqu'à l'image de Ponge, je décris donc, les transports en commun. Un poème correspond à un transport. Donc, il y a un poème pour le bus, pour le métro, pour le tramway, pour la voiture, etc. Et en fait, je ne me contente pas simplement de décrire la composition technique ou ce que c'est, comme le ferait un dictionnaire. Je le définis un petit peu, mais surtout, je définis la modernité, la rapidité, le confort, la beauté des paysages depuis lesquels ces transports nous emmènent ou vers lesquels ils nous transportent, et surtout par lesquels ils nous transportent. Donc, soit des milieux urbains, ruraux, campagnards, montagnards, pas méditerranéens, mais plutôt de la mer, milieu aquatique, on va dire, entre guillemets, donc de la mer. Méditerranéen, entre guillemets, dans le sens pour parler de la mer, pour la petite anecdote. Voilà, mais je décris aussi les transports comme un milieu social. En effet, on y rencontre des personnes de différents genres, différentes origines, différentes nationalités, etc. Et on passe 15 minutes de bus avec eux ou 2 heures de train avec eux. Ça paraît court, mais ça reste 15 minutes de vie ou 2 heures de vie passées avec, entre guillemets, des inconnus, des personnes qui nous sont inconnues, des personnes qui nous sont étrangères, mais d'autres personnes. Et en fait, on y découvre, il y a un vrai lien social, entre guillemets, c'est un vrai lieu social, un vrai lieu public. Et moi, chaque jour, quand on prend le bus, demain, je prends le train et le week-end aussi. Et je vais pas forcément y rencontrer. Donc parfois, je rencontre les mêmes personnes quand c'est des gens qui prennent le même trajet au quotidien. Mais généralement, je rencontre à chaque fois des personnes différentes. Et c'est ça un peu le principe du transport. La beauté, il fait de la découverte autant humaine, l'enrichissement humain, mais aussi au niveau du paysage, la culture du paysage. Il y a aussi, après, au niveau des sensations, l'idée de l'émancipation, le fait de partir en voyage quand on part, quand on quitte les vacances pour retrouver son quotidien, la sensation d'être un peu triste, ou au contraire, quand on s'émancipe, on quitte son quotidien, donc on fuit les problèmes, on quitte les problèmes et on part en vacances, donc c'est cette émancipation joyeuse. Et ça se lit tout bien à Rimbaud, qui lui, quand il fugue à 15 ans, il fuit tous ses problèmes, il part rejoindre son professeur Georges Isambard, qui d'ailleurs lui conseille de bien publier ses œuvres, et il quitte Charleville, donc son foyer familial, c'est là où il est né, pour rejoindre Douai, il va à Douai pour rejoindre son professeur Georges Isambard, et d'où le titre du poème, Les Cahiers de Douai. Donc là, pour toutes ces comparaisons. Donc là, je vous ai fait une assez grande introduction, assez grande et longue, où je vous ai tout détaillé un petit peu sur la vie de Ponge et son œuvre, et les liens qu'on peut y faire du coup avec le livre que j'ai écrit, à titre informatif. Donc j'ai cette sensation, voilà, le fait de partir, s'émanciper, s'imaginer, ça se lit à chaque fois, donc à l'œuvre de Ponge, mais également à l'œuvre de Rimbaud, qui est l'œuvre de la séquence, et surtout le parcours, le nom de la séquence du parcours, qui, je rappelle, est émancipation créatrice. Donc l'émancipation, ça veut dire le fait de pouvoir fuir, s'émanciper, et on parle d'émancipation créatrice,
puisqu'il y a la création, la découverte d'un voyage, la découverte en fait assez enrichissante, soit sociale, donc de personnes, une découverte humaine, soit au niveau de la culture, du paysage, euh, voilà. Ça fait aussi grandir hein, cette idée, hein, quand Rimbaud Fugue, il a quand même 15 ans, il a écrit ses poèmes pendant 5 ans, donc de 15 à 20 ans, donc il est quand même passé d'un stade d'adolescent à adulte. Il est parti un peu pauvre, hein, il y a quelques poèmes aussi où il parle un peu de sa tenue, où il est pauvre, il est un peu misérable, il n'a pas trop d'objectifs dans la vie à cette époque-là, enfin, à cet âge de 15 ans, et il fugue, voilà, comme ça, un peu, pas pour le bon plaisir, mais sans objectif particulier. Donc voilà pour cette introduction, et maintenant je vais vous faire plus particulièrement le texte 16, centré réellement, là on repasse plus précisément sur l'huître de Francis Ponge dans le parti pris des choses. Je vais, après cette longue introduction, vous lire le texte complètement, comme d'habitude, pour vous remarquer un petit peu la méthode qu'emploie Ponge à chaque fois. Donc, vous allez voir tout d'abord l'ambivalence, comme j'expliquais précédemment, hein, de la description, qui tout d'abord est présentée sous forme d'éloge, de blâme, excusez-moi, avec les adjectifs négatifs, l'apparence un peu qui donne pas très envie à voir ou à goûter ou à sentir, mais néanmoins, il y a un côté positif, une autre offre auquel on ne pensait pas forcément. Moi, personnellement, quand on me dit le mot huître, je pense aux fruits de mer qu'on mange à Noël, mais je pense pas forcément à la perle qui pourrait s'y trouver et qui parfois cher à faire des colliers, etc. Enfin, il y a un vrai commerce entre guillemets de ces perles d'huître qui sont assez rares. La perle rare, on pourrait dire perle rare, perle précieuse, etc. Donc voilà, vous allez vous rendre compte de cette méthode aussi qui est utilisée à chaque fois à travers d'autres descriptions de poèmes, donc pour des objets, hein, descriptions d'objets ou d'autres éléments naturels comme des animaux végétaux, où Ponge tout d'abord définit à peu près, donc similairement, quasiment similairement, un dictionnaire, etc., pour ensuite y apporter sa définition à lui, en y apportant une nouvelle vision, un nouvel angle, et par conséquent en y soulignant le côté que ça offre l'objet, enfin ce que offre l'objet de particulier ou auquel on ne penserait pas forcément directement. Je vais du coup maintenant lire le texte. L'huître. L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie. Brillamment blanchâtre, c'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et un peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles. C'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc, d'une sorte de halo. À l'intérieur, on trouve tout un monde à boire et à manger, sous un firmament à proprement parler. De nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les yeux d'en dessous. Pour ne plus former qu'une mare, qu'un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue, excusez-moi, à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt assorné. Voilà pour la lecture du texte. Donc, vous voyez, il faut prendre au niveau de la lecture, il faut prendre ce ton un petit peu poétique parce qu'on reste quand même dans la poésie, mais c'est en prose, c'est-à-dire qu'au niveau du vocabulaire, parfois ça peut paraître familier ou c'est pas très chic ou très ancien, pas du vieux français, ça reste un français, on va dire, contemporain, moderne et parfois familier, entre guillemets, au niveau du vocabulaire. C'est pour ça que c'est un texte en prose. Mais au niveau de la lecture et de la composition, on reste quand même dans un texte poétique. On ne parle pas d'un essai ou d'un roman. C'est pourquoi il faut bien insister sur l'intonation poétique. Alors, à travers la lecture du texte, on peut se demander, donc là on s'intéresse vraiment à la réflexion poétique, hein, la réflexion sur la poésie, nous pouvons nous demander en ce sens, ce projet lecture, quelle réflexion sur la poésie Ponge propose-t-il à travers cette description de l'huître. Donc comment, à travers l'huître, il nous fait goûter un petit peu, comment, par cette description poétique sur l'huître, Ponge nous fait goûter au côté extraordinaire de l'huître, à ce que l'offre l'huître, particulièrement avec la perle, notamment. Voilà, comment il nous fait-il réfléchir sur cette idée un peu d'innovation en poésie, comment à travers ces textes, il apporte un nouveau regard sur la poésie, une nouvelle expression poétique. Donc là, on s'intéresse vraiment à la poésie en tant que telle, et surtout ce que partage Ponge, que nous fait goûter Ponge à travers ce texte. Et nous pouvons distinguer en ce sens, donc d'un point de vue médotique, hein, ces trois thèmes, trois mouvements de texte qui s'appliquent généralement à tous ces poèmes. Donc dans le premier mouvement, on est lignes 1 à 6, on a l'apparence extérieure de l'huître. Donc d'abord on est à l'extérieur, donc ça fait la méthode de l'entonnoir, on observe un peu autour. Ensuite on pénètre dans l'huître, donc l'intérieur de l'huître, des lignes 7 à 10. Et ensuite donc le cœur du cœur, donc à chaque fois ça se rétrécit, donc dans l'entonnoir. On passe de quelque chose de macro à micro, entre guillemets, au niveau des préfixes. Et on y trouve la découverte rare d'une perle, lignes 11 et 12, qui viennent finir et conclure le texte. Et ensuite, d'un point de vue un petit peu anecdotique,
on pourrait comparer cette méthode aux méthodes des ingénieurs, par exemple, donc, dans l'automobile, par exemple chez Renault ou même dans toutes les marques, hein, chez Stellantis. Donc Stellantis, c'est tout, hein, c'est Fiat, Citroën, Peugeot, etc. Où il y a ces compétences de qualité perçue, où on vise un petit peu à observer, à tester donc, la perception d'une pièce ou d'un objet, sa solidité, son utilisation, etc. Et ben en fait, là, c'est un peu le même principe dans le sens où on peut vraiment parler de qualité perçue, et c'est le cas de le dire, hein, la qualité ou la perception en tout cas du client, donc là du spectateur-lecteur, puisque quand on voit une vitre, il y a cette image de qualité perçue où d'abord on observe un petit peu l'extérieur, donc c'est un peu comme une voiture, on observe à quoi elle ressemble, si elle est jolie, elle donne envie. Bah là c'est pareil pour l'huître. Donc au début on voit c'est un monde, je vais le lire, hein, une apparence plus rugueuse, un monde opiniâtrement clos, donc ça donne pas trop envie. On y arrive à y pénétrer, donc déjà c'est dur pour y couper, hein, on se coupe presque les doigts et les ongles, etc. On arrive enfin à y pénétrer. Dedans c'est visqueux, donc c'est un peu gluant, verdâtre, c'est un peu noirci à certains côtés. Donc ça donne encore moins envie et l'odeur n'y donne pas envie. Cependant, il y a la perle rare qu'on y découvre qui, là, au contraire, donne bien envie, quoi. Voilà. Et par conséquent, nous commençons la lecture linéaire analytique et commence à la ligne 1 par le rappel du titre, par le rappel du comment huître. Nous avons ensuite une comparaison, enfin une métaphore, parce que c'est pas vraiment une comparaison, parce qu'il n'y a pas de suite de comparaison, c'est pour ça qu'on parle d'une métaphore. Hein. L'huître de la grosseur d'un galet moyen, donc on la compare au niveau de sa grosseur à un galet moyen. Et surtout un galet moyen, donc c'est une espèce de roche-caillou assez solide, assez robuste. Donc on est en train de dire que l'huître est aussi grosse, grande un peu qu'un galet, et surtout elle est aussi robuste, aussi solide. Suivi donc de l'apparence, donc est une apparence plus rugueuse. Donc, à chaque fois, là, on va avoir des termes associés. Donc on va parler d'une énumération, puisque c'est un ensemble de termes marqués par les expansions du nom, donc soit des compléments du nom, ou des adjectifs qualificatifs apposés au nom ou épithètes. Et en ce sens, donc est une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. Donc là, on est toujours ligne 1-2, où on sait que déjà la rugueuse, donc l'adjectif rugueuse, hein, l'adjectif qualificatif rugueuse à la ligne 1, c'est-à-dire que rugueuse, c'est-à-dire que c'est un peu piquant, pétillant, enfin que quand on la touche, ça pique un peu, on est presque à s'impiquer les doigts en prenant une huile dans la main. Et ensuite, au niveau des couleurs, donc c'est une couleur un peu, il y a un peu un dégradé de couleurs. Et l'adverbe brillamment indique, suivi de l'adjectif qualificatif blanchâtre, souligne l'importance de la couleur blanche, mais un blanc qui n'est pas très joli. Hein. Le suffixe âtre, ça souligne un petit peu le côté péjoratif de la couleur blanche. Une couleur blanche, on pourrait dire entre guillemets, on en parle familièrement, il faut éviter de le dire à l'oral, mais ça peut se dire entre guillemets, donc bien préciser de manière familièrement entre guillemets, que c'est couleur cacadois, dans le sens, c'est un blanc qui n'est pas très attirant au niveau de l'odeur, de la vue, etc. Ou de l'odorat, ou du goûter. Et ensuite, nous avons la phrase simple marquée par les adjectifs C, donc le déterminant démonstratif C. C'est un monde opiniâtrement clos. L'adverbe opiniâtrement clos insiste sur, l'adverbe de manière opiniâtrement, insiste sur cette idée que c'est bien clos, c'est bien fermé, et qu'a priori c'est très dur à ouvrir. Et on va voir la conséquence derrière. Donc à la ligne 3, il y a l'adverbe de manière pourtant, de temps, pourtant, donc, qui crée un effet d'opposition. C'est un peu antithétique, pourtant on peut quand même l'ouvrir. Mais c'est quand même difficile, hein, on va le voir. Donc il y a la locution impersonnelle, il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau épluché et peu franc, si on reprend à plusieurs fois. Donc déjà on a le champ lexical de la cuisine, entre guillemets, hein, donc par torchon, par le nom commun torchon, par le nom commun couteau, suivi des adjectifs ébréché et peu franc. Et surtout on a l'information que certes on peut l'ouvrir, ok, mais ça reste compliqué parce il y a l'adverbe de temps, ou de fréquence plusieurs, qui nous indique qu'il faut se reprendre à plusieurs fois. Il faut faire plusieurs fois avant de l'ouvrir et c'est compliqué. Et ce qui est d'autant plus compliqué, ça montre ce qui est fragile, enfin plutôt dangereux, c'est la phrase complexe, les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles, c'est un travail grossier. Donc il y a la phrase simple, c'est un travail grossier, introduite par le présentatif, ou on pourrait dire le déterminant démonstratif C, qui nous indique que c'est assez difficile, elle est quand même bien fermée et c'est très dur de l'ouvrir, et que même quand on l'ouvre, c'est un peu à nos risques et périls de nos vies, dans le sens, bah, là, les doigts peuvent s'y couper, donc on peut se couper le doigt et se casser les ongles. Donc c'est très difficile quand même avec un couteau, enfin on est obligé de protéger avec un torchon, prendre un couteau, même un couteau c'est pas facile, et même avec un couteau c'est au risque de se casser les ongles et de se couper les doigts. Et même, on essaye même une autre technique hein, qui nous est dit, donc il y a la phrase complexe, donc l'écho qu'on lui porte marque son enveloppe de rond blanc d'une sorte de halo. Et donc il y a la proposition subordinative, ou PSR entre guillemets, qu'on lui porte marque son enveloppe de rond blanc d'une sorte de halo.
Donc c'est une proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent coup, donc du nom commun coup, et introduit par le point relatif Q apostrophe, entre guillemets. Et ça souligne, bien évidemment, qu'on essaye une autre technique, parce que c'est pas forcément facile de faire avec un couteau, la preuve c'est qu'on s'y fait mal, et on essaye avec des coups, mais c'est tellement dur, c'est tellement robuste comme un galet moyen, que c'est difficile et que ça fait au niveau des traces, ça laisse des trous, mais ça la casse pas pour autant. De ce fait, on a toute la complexité de l'ouverture, enfin la complexité de l'huître. Donc là, il y a le discours épidictique, ça on le repère bien. Il y a bien la personnification, l'huître est présentée un peu, pas comme un humain, mais elle est quand même assez personnifiée. Et c'est un peu le blême, on parle d'une couleur blanchâtre, c'est rugueux, c'est fermé, c'est très dur à ouvrir, au risque réel de se faire mal. Même en donnant des coups, c'est une autre technique, bah, ça marche pas, ça laisse des traces, mais ça marche pas. Donc là, pour l'instant, on est toujours dans un discours un petit peu de blâme, entre guillemets. Nous arrivons maintenant au deuxième mouvement, à partir de la ligne 7. Donc déjà, d'un point de vue textuel, visuel, on peut constater un retour à la ligne. Donc, la ligne 4, 5, il y avait des points, et les phrases commençaient juste après, parce que là, il y a vraiment un espace blanc, et surtout un retour à la ligne, qui commence d'emblée par, on va dire, l'indicateur temporel à l'intérieur, l'indicateur plutôt de la location, enfin la localisation, donc du lieu, l'endroit, qui nous indique que là, on change un petit peu de cadre spatio-temporel, on change de dimension, on passe de l'extérieur à l'intérieur, on arrive à pénétrer à l'intérieur, et il y a le déterminant numéral, enfin de temps, tout, qui nous indique à l'intérieur, on trouve tout, qui indique toute la complexité, encore une fois, de l'huître, on y trouve tout un monde, et suivi des infinitifs à boire et à manger, nous indique, donc il y a deux sens, il y a autant le premier sens, on peut autant boire le jus de l'huître et manger l'huître à Noël, par exemple, enfin manger l'huître, mais aussi, dans le sens, il y a plusieurs actions à faire, c'est un monde assez complexe. Donc, il y a le nom commun suivi, le nom commun infirmament de nacre, donc suivi du complément du nom nacre. Les cieux d'en dessus, ça fait sur les cieux d'en dessous, etc. Ça vous affirme toute la complexité, tout ce qu'il y a dedans, et ça confirme, mais c'est assez complexe. Et ensuite, nous avons la suite et fin de description, donc l'intérieur, et on va arriver vers la perle. Donc là, on va nous parler nom commun marre, les adjectifs visqueux et verdâtre qui sont toujours péjoratifs. Un sachet visqueux et verdâtre, donc c'est les compléments du nom, enfin c'est les adjectifs épithètes au nom sachet, donc c'est placé juste après, qui nous indiquent que ça forme un peu un sachet intérieur visqueux et verdâtre. Donc visqueux c'est assez péjoratif, ça veut dire c'est un peu gluant, c'est assez bizarre, gluant liquide, gluant bizarre. Et verdâtre, c'est donc l'adjectif vert, un adjectif de couleur vert, mais le suffixe âtre, c'est assez péjoratif, c'est une couleur verdâtre, encore une fois un peu couleur cacadoise, c'est l'expression, mais c'est un peu vrai. En ce sens, c'est pas une couleur très attirante. Et surtout, il y a les verbes ensuite, donc c'est cette proposition suivie de la proposition subordonnée relative PSR introduite par le point relatif qui, complément de l'antécédent, donc du nom sachet, donc comme un sachet, donc qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, nous indique que ce sachet visqueux et verdâtre n'attire pas l'odorat, n'est pas très attirant ni pour l'odorat ni pour la vue. Donc d'un point de vue visuel et on pourrait dire sensitif au niveau de l'odeur, c'est pas du tout attirant. Donc c'est toujours dans cette atmosphère un petit peu péjoratif du blâme entre guillemets. Et enfin, il y a l'adjectif de couleur noirâtre qui le confirme aussi, c'est un autre adjectif. Sur les bords, les dentelles noirâtres, les petits pointillés là, en dentelle, comme on peut le voir, enfin les mini triangles en dentelle, etc. Donc c'est l'adjectif de couleur, toujours noir, mais le suffixe âtre, c'est assez péjoratif, ça souligne la couleur qui donne pas très envie. C'est pas très, d'un point de vue visuel et au niveau de l'odorat, comme je disais, entre guillemets, sensitif, c'est pas très attirant. Nous arrivons maintenant dans le dernier mouvement avec donc, le cœur du cœur, donc le cœur de l'intérieur, c'est la perle, donc, qui est introduite à la ligne 11 par l'adverbe de temps, enfin de fréquence parfois, donc suivi donc, de l'adverbe rare, donc très rare. Il y a une perle, donc comme un perle, nous indique que il arrive qu'il y ait une perle, et là il y a tout un commerce qui arrive, donc l'éloge qui est faite, dans le sens où la perle peut servir à faire des colliers, des bracelets, ou pour commercer, marchander, etc. C'est une perle rare, une perle de luxe, une perle précieuse, et une perle, on pourrait dire une pierre entre guillemets, enfin c'est plus une perle. Et donc l'infinitif sorné, enfin le verbe pronominal sorné, dont on le trouve aussitôt à sorner, ligne 11-12, nous indique que c'est une perle très rare, mais dont on peut acquérir la possession, donc on peut être le propriétaire, pour justement marchander, commercer, etc., la vendre, ou s'en servir pour des productions comme des colliers et des bracelets. Et donc ça, c'est un côté auquel on ne pense pas forcément. Quand moi, on me dit une huître, comme je le disais tout à l'heure, je pensais à
donc le fruit de mer qu'on mange à Noël. Cependant, c'est également la perle parfois qui peut être dedans et qu'on peut s'en servir pour faire des productions artisanales, pour faire de la vente, du commerce. Et dans tous les cas, ce sera la vente du commerce, soit des échanges, des marchandises, soit dans tous les cas, si on s'en sert pour la production, ça va être des productions généralement qu'on va vendre aussi. Donc voilà. Mais c'est ce qu'offre l'huître en plus, auquel, enfin, c'est pas le premier sens de l'huître, on n'y penserait pas forcément. Et c'est là où toute la vision de la poésie, cette nouvel angle, prend son sens, prend son fruit, porte ses fruits, puisqu'ici on a une nouvelle vision soulignée ou rappelée par Ponge, auquel on ne pensait pas forcément. Donc au niveau de la conclusion, nous avons vu un petit peu cette innovation en poésie au niveau du contenu. Donc, d'abord une définition assez réaliste, un petit peu qui relève du blâme, cependant qui finit sur une éloge et qui rappelle un côté auquel on ne pense pas forcément. Donc au début, on parle d'une définition assez simple, la définition classique, hein. On visualise très bien. L'avantage de la poésie, c'est que là, à travers la poésie de Ponge, on visualise très bien. On visualise les couleurs, la forme, etc. Comme si, en fait, par cette description oralisée, comme si on la sentait, l'huître, dans la main, comme si elle était devant les yeux. Ça, c'est l'avantage de cette poésie, ce qui est remarquable au niveau de la réflexion. Et surtout, ils invitent à réfléchir un petit peu. Donc là, c'est sur l'huître, hein, l'avantage de la perle, etc. Mais ça s'applique à tous les objets, à tous les événements. Et c'est ça qui permet un peu de redéfinir, de faire renaître le monde sous une forme positive. C'est comme ça que si on voyait le côté positif des choses, malgré le fait qu'il y ait des malheurs dans le monde, etc., si on redéfinissait les objets, on se rendait compte, entre guillemets, on les remerciait, enfin, on voyait le côté positif des choses, donc on pourrait remercier la religion pour ça, Dieu, etc., et bah ça irait mieux. Et on pourrait voir aussi le côté positif des choses, on pourrait avoir les autres fonctions, hein. Par exemple, une chaise, là sur la chaise sur laquelle je suis assise actuellement et je vous parle, c'est pas juste, comme on dirait un dictionnaire, un assemblage en bois, etc. Là, on pourrait dire cette chaise euh, nous aide à travailler par son confort, elle est robuste, solide et remarquable, admirable, puisqu'elle me porte toute la journée. Par exemple, une chaise en classe, mais elle me porte toute la journée de 8h à 20h quand je suis à l'internat, etc. Donc voilà, c'est comme ça que Ponge fait renaître les objets et c'est comme ça qu'on peut faire renaître le monde sous un angle positif. Donc ça, c'est un petit peu pour la conclusion et pour l'ouverture. Et ça répond tout à fait, hein, à la problématique où Ponge fait renaître le monde, apporte une nouvelle vision et il décrit un point auquel on ne penserait pas forcément, qui est assez positif de l'huître, à travers cette description justement poétique de l'huître. Voilà, je vous remercie. Le texte s'achève. Merci.